Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va faire la question-réponse liée autour de l'univers Sony, des questions que vous m'avez posées. Comme d'habitude, depuis 3 ans, j'essaye de vous répondre sans aucun calcul, en toute honnêteté en définitive, même si parfois, ça me met un peu en porte-à-faux avec les marques. La première question que vous m'avez posée, c'est pourquoi avoir fait une infidélité à Fuji en utilisant du Sony? Alors bon, le terme d'infidélité, ça voudrait dire qu'il y ait une fidélité. Moi, je ne me sens pas marié avec Fuji. Fuji est aujourd'hui une des marques que j'apprécie le plus sur le marché de la photo. Ça ne veut pas dire que je ne peux pas regarder ailleurs. Moi, ce qui m'a intéressé et ce qui m'a attiré chez Sony, c'est quelque part leur avance technologique. Toute la réputation qui se sont bâties avec une technologie de capteur absolument incroyable, la détection des yeux. Bref, des choses ils ont été précurseurs dans ce domaine-là. Et ils faisaient tout simplement des choses avant les autres. Et donc, quelque part, ça m'a attiré. C'est plus, finalement, un côté geek qu'un côté photo qui m'a attiré chez Sony. Ça, il faut quand même le dire. Ensuite, il faut bien comprendre que à la base, je n'avais pas forcément l'intention d'en faire des guides dédiés à Sony. Les guides, ils sont arrivés pour Sony parce que c'est Sony France qui est venu me voir durant l'été 2019 et qui m'a proposé en définitive, si ça m'intéressait, de me lancer dans un projet de guide avec leur soutien. Malheureusement, sincèrement, là, l'été est quand même maintenant assez loin. Le soutien, je trouve, a été parfois un peu limité. On pourrait juste citer le dernier objectif pour juste le dernier lancement qu'a fait Sony. L'objectif, c'était le FE 20 mm 1.8. À aucun moment, j'ai été au courant du projet. À aucun moment, ils m'ont filé l'objectif. Disons que voilà, j'ai dû obtenir l'objectif par mes propres moyens. Chez Sony, je suis passé d'une personne à une autre, à une autre, à une autre, sans jamais vraiment arriver à mes fins en définitive. Et en définitive, je trouve que voilà, je ne me suis pas senti beaucoup plus intégré pour le moment chez Sony que je ne l'ai été chez Fuji jusqu'à maintenant. Donc voilà, disons que c'est eux qui sont venus me voir, c'est eux qui m'ont motivé à lancer ce projet-là. Et jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'attends toujours un peu la preuve concrète que réellement, je vais avoir un soutien là-bas qui est différent de chez Fuji. Pour l'instant, je ne l'ai pas vraiment. Et c'est quelque chose qui, sincèrement, est plutôt un frein au niveau des guides Sony que quelque chose qui m'accélère parce que je suis un peu avec la pédale sur le frein parce que je me dis, mais moi, si vraiment ils ne me soutiennent pas plus en définitive que ce que je peux voir ici depuis 9 mois, si finalement il n'y a pas d'actes qui rejoignent les paroles, parce que des paroles, il y en a eu pas mal, c'est vrai que pour moi, c'est un peu difficile de vraiment me lancer à fond dans ce projet-là parce que ça demande un investissement aussi bien financier qu'en termes de temps qui est réellement considérable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en tout cas, j'ai lancé les guides Sony, c'est vraiment à leur demande, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, ce projet-là, il n'avance pas aussi vite que j'en aurais envie. C'est parce que je suis un peu prudent par rapport au soutien que réellement Sony m'offre. Il y a ce qu'ils disent et il y a ce qu'ils font. Allez, la seconde question, elle ne m'arrange pas non plus, c'est « Tu n'as pas fait de vidéo comme chez Fuji, ce que j'aime et ce que je n'aime pas chez Sony. Pourquoi ?» Peux-tu me répondre franchement? Alors évidemment, ça non plus, ça ne m'arrange pas comme question. Donc on va la faire, pourquoi? Parce que je n'ai pas spécialement eu le temps, mais aussi, je pense que j'attendais un peu de voir les prochaines sorties Sony. C'est vrai que Sony a un peu la pédale sur le frein depuis 2019. On attend de voir qu'est-ce qu'ils vont proposer avec l'A7 IV, qui va être un modèle très important. On attend ce qui va se passer avec le A7S3 aussi. Sony nous le vend depuis 2 ans comme quelque chose de révolutionnaire. On se dit peut-être qu'ils vont changer complètement la forme des boîtiers, qu'ils vont refaire les menus, que ça va être vraiment une nouvelle pierre dans une nouvelle génération, ce A7 III. Et j'attendais un peu de voir qu'est-ce que Sony prévoit justement, parce qu'à travers ces boîtiers-là, on va réellement vous définir c'est quoi les 2 prochaines années de Sony, je pense. Donc j'attendais réellement de voir qu'est-ce qu'ils avaient ça pour pouvoir me dire ce que j'aime et ce que j'aime pas. En tout cas, au jour J, à cette date, avec les boîtiers que je connais à ce jour, ce que j'aime chez Sony, c'est avant tout la technologie qu'ils ont développée autour des capteurs. C'est indéniable aujourd'hui qu'ils ont des capteurs absolument incroyables. Ils ont écrit l'histoire des hybrides avec ces capteurs Sony. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas leur enlever. Donc quand je dis des capteurs, c'est des résolutions de capteurs dingues. Le A7R4 avec 61 millions de pixels, c'est encore un nouveau pas dans l'histoire de la résolution des capteurs plein format. On a aussi toute cette technologie d'autofocus avec la détection des yeux, c'est quand même eux qui ont été les précurseurs là-dedans. On a des boîtiers, on a des capteurs avec des montées ISO qui sont géniales, on a une dynamique qui est aussi géniale. Bref, ils ont une technologie de capteur qui clairement aujourd'hui est vraiment, vraiment leur force. Je pense sincèrement que les hybrides leur doivent beaucoup, c'est-à-dire que Sony, ça a vraiment été le TGV qui est passé devant, qui a montré la voie vers les hybrides, qui a tiré tous les autres constructeurs vers l'avant,
pour enfin arriver à développer des hybrides qui réellement pouvaient concrètement sur le terrain venir concurrencer des réflexes. Aujourd'hui, c'est pas évident, il n'y a pas beaucoup d'hybrides qui encore aujourd'hui peuvent arriver au niveau d'un réflexe. Sony, c'est vraiment celui qui a tiré à chaque fois les hybrides un peu plus loin et qui réellement permet d'approcher de plus en plus des réflexes. Je pense que la prochaine génération va complètement dépasser les réflexes. La couleur, moi, ça n'a pas été un vrai sujet chez Sony. Je l'ai dit dans une vidéo récemment. Hein, moi, la couleur chez Sony, ça a plutôt été quelque chose qui a été positif. J'ai plutôt été content des couleurs, en définitive. La batterie, moi, depuis que je suis chez Sony, depuis le A7 III, c'est quelque chose qui aussi a apporté un confort que j'avais plus avec les hybrides et que je n'ai pas du tout chez Fuji. Donc voilà, la batterie, c'est vrai que ça a été un super avantage. L'autofocus, j'en ai parlé, et avec l'autofocus, j'ai envie aussi de mettre le buffer, c'est-à-dire que là où je fais des toutes petites rafales chez Fuji, on fait 2-3 secondes et le Fuji est en train de tousser, il n'en peut plus. Chez Sony, quand on fait une rafale, elle est quasiment interminable, et ça, c'est vrai que c'est très très appréciable aussi, et c'est vraiment un combo entre autofocus et buffer, et le buffer manque aujourd'hui chez Fuji. Bref, c'est quelque chose aussi que j'apprécie pas mal. Après, il y a quelques fonctions sur les boîtiers Sony que j'apprécie beaucoup. Une des fonctions que j'apprécie beaucoup, c'est de pouvoir zoomer à 12 fois. C'est-à-dire que lorsque vous voulez faire une mise au point manuelle, vous pouvez zoomer jusqu'à un ratio de 12 fois dans l'image et pas à 100%. À 100%, souvent, quand vous voulez faire une mise au point manuelle, c'est très très insuffisant. En la faisant à 12 fois, sincèrement, je trouve qu'il y a un confort de mise au point manuelle que j'ai jamais de la vie sur mon Fuji. Idem, on a la possibilité d'avoir des modes. On a sur la molette ici 1, 2, 3. On a la possibilité d'enregistrer des configurations entières de boîtier que vous pouvez rappeler facilement. Alors, vous pouvez avoir une configuration portrait, action, voie lactée. Et vous pouvez, juste en changeant une seule touche, changer toute la configuration du boîtier. Ça, c'est pareil. C'est quelque chose que j'adore vraiment profondément sur mon boîtier Sony. Donc, il y a plein de choses que j'adore. Au niveau des objectifs, je suis tombé amoureux, on en a parlé, du FE 24 mm 1.4 qui est le meilleur grand angle que j'ai vu de ma vie. Hein, donc j'en ai vu quelques-uns, mais celui-là, il est réellement épatant. J'aime aussi beaucoup l'objectif macro, le FE 90 2.8 macro de chez Sony. C'est un objectif avec lequel j'apprécie énormément de faire de la macro. C'est vraiment des objectifs qui sont pour moi marquants, qui pourraient me faire rester chez Sony rien que parce qu'il y a ces objectifs-là. Ensuite, je pense que ils ont aussi une autre grande différence, Sony, par rapport aux autres, c'est l'ouverture aux constructeurs tiers. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, j'entends des gens qui me disent « Mais pourquoi Sigma, Tamron, Samyang ne fait pas d'objectifs pour Fujifilm, par exemple ?» Eh bien, en fait, c'est une volonté du constructeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la monture Sony, c'est une monture dont les spécifications sont publiques, open source. C'est-à-dire que les constructeurs peuvent prendre ces spécifications-là pour faire leurs propres objectifs. Donc on dit souvent, oui, non, mais Sony, ça ne doit pas les arranger d'avoir tous ces objectifs-là. Si, c'est une volonté vraiment stratégique du constructeur de vous proposer d'avoir un ensemble d'objectifs, des gammes d'objectifs concurrentes qui sont extrêmement larges, extrêmement riches et pour tous les tarifs. Donc le rôle de Sony là-dedans, c'est d'avoir les meilleurs objectifs et finalement de faire mieux que les autres pour arriver à vendre ces objectifs plus chers. Mais enfin, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la richesse de la gamme et surtout toutes les solutions alternatives et concurrentes, c'est vraiment la stratégie, le cœur de la stratégie de chez Sony. Et c'est vraiment une volonté de la marque, alors que Fuji l'empêche. Aujourd'hui, Canon et Nikon, sur leur monture, ont décidé de ne pas ouvrir les spécifications de leur monture et d'empêcher ces constructeurs-là de faire des objectifs pour leur monture. Donc c'est quelque chose qui réellement, il faut dire bravo à Sony parce que c'est une très très bonne démarche. Ouais. Donc ça pour moi, c'est vraiment ce que j'aime en priorité chez Sony, c'est tous ces points-là. Alors après, évidemment, il faut toujours faire la deuxième phase de la pièce, c'est qu'est-ce que j'aime pas chez Sony. Ben, ce que j'aime pas chez Sony, c'est avant tout la gamme de boîtiers qui est très distribuée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chez Sony, si vous voulez un boîtier qui est très bon en vidéo, ben, il faut plutôt aller sur du A7S. Et d'ailleurs, on se demande un peu où est le A7S III. Il est tellement long à arriver que ça sera peut-être un A7S IV quand il va arriver. Quand on veut un objectif qui est très bon en autofocus, on est obligé d'aller sur un A9. Quand on veut de la résolution, on est obligé d'aller sur un A7R. En fait, on a vraiment un découpage de la gamme qui peut paraître parfois un peu marketing. On n'a pas vraiment l'appareil qui est capable de tout faire. Ça, je sais que peut-être que technologiquement, c'est pas possible, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que si je compare et si je fais le distinguo avec Fuji, quand quelqu'un prend un X-T3, il a absolument tous les meilleurs composants de la marque. Il n'en a pas qu'une partie. Aujourd'hui, vous prenez un A9 II,
bah, vous n'avez pas le bon viseur. Vous avez toujours l'ancien viseur qui est un peu moyen. Vous n'avez pas le super viseur qu'ils ont mis sur le A7R4. On a des technologies comme ça qui, ah, on va avoir cette partie-là, mais on ne va pas avoir cette partie-là. Et ça, je trouve que cette partie-là, avec vraiment une déclinaison de boîtier spécialisée, elle m'embête un peu et je trouve que, bah voilà, c'est un peu dommage. Alors, j'imagine que le rôle du A7 III, c'est justement d'avoir des composants balancé pour avoir un peu de tout, mais le A7 III, il a un capteur qui est que de 24 millions de pixels, et je me retrouve un peu finalement avec la même qualité d'image que mon APS-C, et c'est quelque chose qui m'a toujours un peu dérangé. C'est-à-dire que quand je veux bien aller sur du full frame, mais je veux avoir mieux que de l'APS-C. Si je dois aller sur du full frame pour avoir à peu près la même résolution que de l'APS-C, c'est quelque chose qui généralement me gêne. Alors après, certains me parleront de dynamique, de montée en ISO, c'est vrai, évidemment. Après, il faut en avoir besoin. Moi, je ne suis pas forcément dans le genre d'utilisateurs qui réellement en ont besoin. Je me sers plus, en définitive, de la résolution ou de l'autofocus. Donc ça, c'est la première chose qui, parfois, me gêne un peu. L'autre chose, et ça, c'est majeur, c'est quelque chose que j'en entends pas toujours parler. Il y a Tony Northrup qui en parle beaucoup, mais moi, c'est quelque chose qui me choque, c'est les tâches de capteur. C'est-à-dire que les tâches de capteur sur mon Sony, on pourrait écrire un livre. Je ne sais pas comment c'est possible et imaginable, mais on a besoin de rien faire, on a 3 tâches sur le capteur, quoi. Et les tâches de capteur reviennent extrêmement fréquemment, c'est quelque chose sur lequel il faut réellement lutter contre ça. Et moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai jamais eu aucun capteur qui a tiré les tâches comme ce Sony. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même assez dérangeant. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, Sony vient de sortir un firmware 2.0 pour le A9 II. Et parmi les nouveautés introduites sur le A9 II, il y a quelque chose qui est repris de chez Canon, qui est que quand on va changer l'objectif, l'obturateur va se fermer pour protéger le capteur. Et donc, les taches, les poussières, au lieu d'aller sur le capteur, elles vont aller sur le rideau. Alors, je ne sais pas si c'est un bien ou un mal. Pour le capteur, c'est super bien. Pour l'obturateur, est-ce que c'est dangereux ou pas? J'en sais rien. En tout cas, voilà. Au niveau du A9 II, la technologie vient d'être implémentée. Et c'est quelque chose, sincèrement, où on peut dire merci. Parce que pour moi, c'est aujourd'hui un problème majeur des capteurs Sony. L'autre énorme problème qu'a Sony, c'est les menus. C'est-à-dire que c'est des menus qui, aujourd'hui, sont très mal classés, sont très techniques, sont interminables et dans lesquels on a vraiment beaucoup de mal à s'orienter. Moi, c'est aujourd'hui... Ça va faire 1 an que j'utilise des Sony et je n'arrive toujours pas à m'approprier les menus. Alors évidemment, j'y arrive. Évidemment, c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire. Enfin, je me retrouve quand même très régulièrement à devoir faire des recherches sur Google parce que je cherche tel ou tel truc et j'ai vraiment beaucoup de mal, où je suis obligé de chercher dans les menus, j'ai vraiment du mal à savoir tout de suite, en un clin d'œil, où je dois aller, quels paramètres je dois changer. Il y a des paramètres qui influencent avec d'autres paramètres. C'est sincèrement assez compliqué, hein. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est un peu frustrant. Les objectifs, j'ai l'impression de retrouver un peu le même phénomène que chez Fuji. C'est-à-dire que les constructeurs qui ont lancé leur gamme d'hybrides très tôt, dès 2012, se retrouvent aujourd'hui finalement un peu dans la difficulté parce qu'ils doivent affronter des objectifs qui sortent chez Nikon ou chez Canon en 2019 ou en 2020. Et les objectifs de 2012, ils n'avaient pas un autofocus qui était taillé pour 2019. Ils n'avaient pas une qualité optique qui était taillée pour la résolution des capteurs d'aujourd'hui. Et moi, personnellement, je suis un peu déçu, notamment du 24-70 GM de chez Sony. Je suis un peu déçu, moi, du 70-200 GM de chez Sony. Un peu déçu du 12-24 de chez Sony aussi, toujours GM. 12-24 qui a priori devrait être refait au mois de juillet. Bref, c'est les objectifs que j'utilise le plus chez Fuji, en définitive, cette triplette. Et je la trouve un peu en dessous, en tout cas chez Sony. Et elle est probablement un peu en dessous parce qu'elle est un peu ancienne. Les derniers objectifs que sortent Sony, là, depuis 18 mois, 2 ans, ils sont absolument irréprochables. Et c'est des objectifs qui marchent, qui ont des qualités optiques qui sont absolument dingues, hein. Donc Sony, aujourd'hui, en est capable. Le problème, c'est qu'il faut arriver à se trimballer tous les choix finalement qui ont été faits il y a plusieurs années, quand la situation elle était différente. Et ces objectifs-là, aujourd'hui, je trouve qu'ils sont un peu en retrait. Et parmi les choses en retrait, on pourrait parler de la monture Sony, hein, une monture qui est partagée avec l'APS-C, une monture dont la légende dit que c'était une monture qui n'était pas réellement faite pour le plein format. Écoutez, j'en sais rien. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, quand je compare la stabilisation que m'apporte le XH1 sur mon Fuji et la stabilisation que j'ai dans tous mes boîtiers Sony,
je trouve que la stabilisation des boîtiers Sony est un peu légère. C'est un peu léger, quoi. Il y a la stabilisation, mais on est quand même à un niveau de stabilisation qui est moindre par rapport à certains concurrents. Et c'est quelque chose où on peut se demander, hein, quand on regarde le petit capteur, le grand capteur dans cette petite monture, si réellement Sony a la place de bien stabiliser le capteur sans avoir des problèmes dans les coins. C'est quelque chose qui vraiment m'interroge, parce que la stabilisation, ça a toujours été quelque chose où, certes, le capteur est stabilisé, mais c'est pas si bien stabilisé que ça. Après, on pourrait parler des 12 derniers mois chez Sony qui ont été un peu décevants. C'est-à-dire que les 12 derniers mois, c'est un renouvellement de la gamme APS-C vraiment sans aucune envergure, très timide, vraiment très timide, même pas au niveau d'un X-T3 chez Fuji. C'est l'absence, en définitive, c'est un A9 II qui certes reprenait les bonnes bases du A9 I, mais sans rien ajouter en définitive, aucune innovation réellement dans ce A9 II. C'est un A7R4 qui, c'est vrai, j'ai été super emballé quand je l'ai vu, mais aujourd'hui à l'utilisation, je suis toujours un peu timoré avec l'autofocus. Je trouve que l'autofocus de mon R4, il est quand même assez loin de l'autofocus que me propose un A9 et c'est quelque chose qui m'embête un peu. J'hésite un peu des fois, quand j'ai réellement besoin d'un très bon autofocus, je ne peux pas vraiment prendre la haute résolution. C'est quelque chose qui m'embête un peu. Toujours pas d'A7 S3. C'est vrai qu'aujourd'hui, chez Sony, quelqu'un qui veut faire de la vidéo, il n'est pas si bien loti que ça. Hein, et plus les mois passent, plus on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi? On ne comprend pas. Donc c'est pour ça qu'on est très curieux de voir réellement sur quoi travaille Sony depuis tant d'années avec ce A7 S3. Est-ce que ça va être réellement une révolution des boîtiers Sony qui pourrait changer de forme, qui pourrait changer de menu, qui pourrait changer de beaucoup de choses et évoluer vers d'autres choses? Ou est-ce que finalement il va être dans la continuité, ça ne va pas changer grand-chose? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour certains, c'est des qualités, pour moi, c'est un défaut, c'est que je trouve personnellement qu'avoir des boîtiers si petits n'est pas toujours un avantage. Déjà parce que moi, je me plains toujours, j'ai des gros doigts, hein, je me plains toujours que j'ai très peu de doigts ici entre le grip finalement et l'objectif. Mais aussi, je trouve que c'est des boîtiers qui chauffent. Donc même si Sony a énormément travaillé à repousser les limites de la physique à ce niveau-là, ça reste des boîtiers qui chauffent. Moi, j'ai des problèmes de chauffe parfois avec ces Sony et j'ai aussi des problèmes de pixels chauds. C'est-à-dire que lorsque je fais des gros time-lapse ou lorsque je vais faire des circumpolaires où je vais prendre des photos pendant 2 ou 3 heures ou même des voies lactées, quand je vais prendre des pauses longues, je trouve que j'ai énormément de pixels chauds. Et ça, je l'attribue à des boîtiers qui sont probablement trop petits. Je pense que Sony, et c'est là que le A7S III va être intéressant, pour voir comment ils gèrent justement ce niveau de chauffe. C'est peut-être une des choses aujourd'hui qui justement leur pose problème. En tout cas, voilà, c'est des boîtiers qui pour moi chauffent un peu et sont un peu trop petits. Je les trouve assez peu ergonomiques. En définitive, au moment de faire la conclusion de cette longue réponse à cette question, ce que j'aime, c'est avant tout toute la technologie qui est incroyable chez Sony. Ce que j'aime un peu moins, c'est l'ergonomie, c'est-à-dire la forme du boîtier, le fait que le boîtier soit petit, le fait que les menus soient difficiles et le fait finalement qu'il y ait une trop grande richesse dans les options offertes par ce menu. C'est comme ça qu'on pourrait résumer cette question. Voilà, je n'avais pas fait la vidéo, mais en définitive, je viens de quasiment la faire ici en répondant à ces questions-réponses. Donc voilà, c'est comme toujours. Dans une marque, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Je pense que n'importe quelle que soit la marque au monde que vous choisissez, il y aura toujours des choses qui vont vous embêter.